Tous. Hello, hello. Bonjour Tom, Fred. Hello. Hello, salut. Salut. Bonjour Anne-Cécile. Hello, Anne-Cécile. Merci d'être là avec nous parmi les premiers. L'histoire se souviendra de vous. C'est ça. On va attendre que tout le monde arrive. Quelques minutes. Ça, on va démarrer vers 35. Et le déroulé, voilà, ce sera, enfin, vous le verrez juste après, mais ce sera en deux parties. Donc, une principale sur présentation et démo. Et à la fin, une petite partie, voilà, questions-réponses. Donc, voilà, on reviendra juste après sur les modalités, notamment la partie questions. Bonjour François. Bonjour Quentin. Alors, je peux commencer à partager mon écran. Hop. Et est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Yes, c'est bon. Yes, parfait. Alors, ouais, je vais partager pour voir quelque chose. Hop. Et voilà, on repartage. Et on va bientôt pouvoir démarrer, encore quelques minutes. Bonjour Thomas. Et Thomas. Même d'ailleurs, Colin, je pense qu'on peut commencer avant 35. Ouais, on va démarrer, de toute façon, il y aura le replay, puis les gens peuvent rejoindre en cours de route. Donc, bienvenue à tous pour cette session donc d'une heure qui se déroulera, comme je le disais, en deux parties. Une première partie présentation et démo, et puis en fonction voilà, du temps qui nous reste, une partie questions-réponses. Si vous avez des questions, voilà, déjà maintenant ou pendant la présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On répondra à toutes les questions, quitte à dépasser un peu le créneau. Et même si vous pouvez pas rester, de toute façon, on partagera la replay à tout le monde. Donc voilà, si jamais vous avez une heure à laquelle vous devez partir, vous pouvez poser votre question dans le chat et vous aurez après la réponse dans le replay dans tous les cas. Donc voilà, donc l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de rendre un peu plus concret ce terme d'entreprise IA native qu'on voit passer partout depuis maintenant plusieurs mois sur LinkedIn, YouTube, etc. C'est un concept sur lequel avec Achille on planche pas mal depuis plusieurs semaines maintenant. Et voilà, en faisant le lien entre nos expériences avec nos clients ainsi que notre veille, etc. On a commencé à maturer un peu cette idée et à comprendre un peu ce à quoi ressemblerait, en tout cas les prémices de ce à quoi de la manière dont les entreprises fonctionneront demain. Et donc c'est l'objectif d'aujourd'hui de vous expliquer un peu nos conclusions et surtout de vous montrer ce qu'on a mis en place chez nous sur la base de ces réflexions-là. Donc voilà, comme je le disais, c'est pas une recette définitive. On est encore vraiment qu'au début de
cette réflexion, c'est le cas de tout le monde. Mais je trouve que c'est intéressant de comprendre aussi ce vers quoi on se dirige. Ça aide aussi à prendre entre guillemets de meilleures décisions aujourd'hui et surtout de penser à construire des systèmes et d'organiser son travail d'une manière qui est dire la plus cohérente possible avec la manière dont les choses fonctionneraient plus tard. Donc comme je disais, cette réflexion part pas de rien, mais de l'expérience qu'on a avec Achille l'un comme l'autre dans notre activité de freelance. Et donc moi je suis surtout sur la partie opération, back office. Donc je suis freelance depuis 2 ans sur ces sujets-là. Et Achille, je te laisse te présenter rapidement aussi. Ouais, très rapidement, moi, ça fait 5 ans que je suis dans la tech et que je suis entrepreneur. J'ai eu un SaaS pendant 4 ans en cybersécurité. Et ça fait un peu plus d'1 an que je suis consultant en go-to-market et donc en stratégie d'acquisition de manière générale. Et c'est un secteur hyper intéressant parce que l'IA est primordial là-dedans. Et donc, on est assez complémentaires avec Colin sur cette partie-là. C'est ça. Et les prémices, on va dire, de notre collaboration sur ce projet-là, c'était justement cette volonté d'expérimenter, de mettre en commun aussi nos expériences et de construire ensemble, commencer à construire ensemble ce qu'on pense être les fondations d'une entreprise IA native. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et c'est normal, hein, mais la majorité des gains de productivité qu'on constate dans l'IA, ça reste des gains qui sont individuels. J'ai entendu du bruit à côté de moi. On m'entend quand même ou pas? Ouais, très bien. Ok, super. Donc, vous utilisez tous ChatGPT. Le chiffre qui est assez parlant sur ce sujet, c'est que on assiste à des gains de productivité de l'ordre de 20% à l'échelle individuelle. C'est quand même non négligeable, comme vous l'avez vu avec les agents, mais le chiffre pour les entreprises, c'est 2%, donc 10 fois moins. Et on s'est intéressé, c'est pour ça qu'on parle d'entreprise native avec Colin, on se pose la question de où se situe ce gap-là et comment est-ce qu'on bridge le gap, donc comment est-ce qu'on résout ce truc-là. Et en fait, une analogie qui est assez parlante pour ça, c'est l'automobile. Quand l'automobile est arrivé au XXe siècle, il a fallu réorganiser tout le travail autour des chaînes de production. Et en fait, on n'a pas ce processus-là a pris des dizaines d'années même si les innovations techniques étaient déjà là. 20 ans, c'est un ordre d'idée. Alors évidemment, ce sera plus rapide à l'ère digitale à laquelle on est, mais ça explique quand même d'un point de vue historique qu'il y a toujours un décalage entre la productivité individuelle et la productivité des entreprises. Donc c'est normal, mais ça ne veut pas dire que on est condamné à attendre que la productivité arrive magiquement dans votre organisation. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se renseigner dès maintenant. Le point, et d'ailleurs, s'il y a une chose que vous retenez de cette présentation, là aujourd'hui, le point principal, c'est qu'il faut arriver à centraliser la donnée. Je vous fais un petit peu la chaîne logique. Globalement, on réfléchit à ce que c'est qu'une entreprise IA native, donc qui est pensée d'abord pour l'intelligence artificielle avant d'être pensée pour des humains. Donc l'idée, c'est de réorganiser le travail autour de l'intelligence artificielle. L'IA, comme son nom l'indique, l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence. Et comment elle fonctionne, sur quoi elle se base, cette intelligence, pour prendre des décisions, c'est sur de la donnée. Donc, le cœur d'une entreprise IA native, c'est autour de cette donnée. Si vous avez un petit peu joué avec ChatGPT, avec Claude, vous savez sûrement ce qu'est un MCP, des API, et donc vous savez déjà que vous pouvez connecter votre IA à des outils. Donc, c'est déjà bien pour commencer à rassembler de la donnée. Mais le vrai enjeu, il est autour de centraliser cette donnée-là dans un endroit où c'est facile pour l'IA d'aller la chercher pour pouvoir l'exploiter et pouvoir prendre des décisions. Donc, aujourd'hui, votre intelligence, elle est soit dans des outils, soit dans la tête des humains. Et donc, tout l'enjeu, il est de mettre à plat vos process, vos décisions et votre donnée de manière générale pour y avoir accès, pour y donner accès, avec l'IA. Et surtout, le premier step, évidemment, c'est de la centraliser. Ensuite, on veut que l'intelligence artificielle puisse être autonome là-dessus et puisse d'elle-même aller chercher les bonnes informations là où elles sont. Donc, c'est vraiment le point principal de notre thèse, c'est qu'il faut commencer par centraliser la donnée. Donc, le vrai sujet, c'est pas
c'est vrai que la majorité des chefs d'entreprise, et c'est assez logique finalement, sont intéressés par les cas d'usage. Voilà, quand ils viennent nous voir, ils veulent voilà, automatiser leur prospection, trouver des listes de clients, automatiser une partie de leur delivery, etc., etc. Et forcément, leur demande, c'est rarement centraliser la donnée parce que justement, ils n'ont pas forcément cette vision, ils voient pas forcément l'intérêt que ça a. Et donc voilà, ça va être le sujet de cette première partie. Donc sur la partie automatisation, donc moi, comme je disais, ça fait 2 ans que je fais ça. En réalité, 70% du travail, souvent dans les automatisations, c'est juste d'aller chercher les données, enfin, la donnée nécessaire à la production de l'output qu'on souhaite obtenir dans les différents outils. Donc, ça va être aller chercher de la donnée dans un Google Sheet, dans un CRM, dans Slack potentiellement. Et puis ensuite, les premiers, on va dire, workflow IA, ça consistait à aller chercher la donnée dans différents points, puis faire un appel API à Claude ou à OpenAI pour voilà, ensuite qu'elle traite cette information et qu'elle restitue voilà le résultat qu'on souhaite, et puis aller ensuite transférer ce résultat dans l'outil ou à l'endroit qu'on souhaite. Et donc finalement, à chaque fois qu'on crée une automatisation, on refaisait ce travail de centralisation entre guillemets de la donnée et donc voilà, ça c'était assez périlleux, mais c'était nécessaire. Et puis surtout, on va dire que l'intérêt n'était pas suffisamment, on va dire que l'intérêt n'était pas suffisamment grand pour centraliser cette donnée avant, parce que créer tous ces workflows pour centraliser la donnée, ça prend du temps. Mais maintenant avec l'IA, ça peut être fait beaucoup plus rapidement. Et deux, une fois cette donnée centralisée, avant, si vous n'aviez pas des data analystes entre guillemets pour l'exploiter, vous n'alliez pas forcément en tirer énormément, et vous, dans tous les cas, vous n'aviez pas non plus l'IA pour travailler dessus. Donc, il n'y avait pas forcément l'intérêt. En tout cas, ça valait pas forcément le coup. Mais voilà, l'IA change la donne là-dessus, aussi bien pour centraliser la donnée d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus rapide, que pour ensuite exploiter et faire effet de levier sur cette donnée centralisée. Absolument. Et l'intérêt de centraliser cette donnée, il est triple. La première, c'est dans l'aide à la prise de décision. Donc, une fois que toutes ces données sont rassemblées à un même endroit, on peut commencer à poser des questions utiles, parce que, comme je disais, ça sert à rien d'avoir juste la donnée centralisée qui ne nous sert à rien. Donc, un type d'exemple, c'est ça, c'est donne-moi le client le plus rentable. Et en soi, aujourd'hui, l'IA, si vous avez déjà connecté les outils, peut plus ou moins commencer à aller interroger les différents outils, donc votre logiciel de facturation pour avoir combien vous avez facturé à vos clients pour savoir combien il vous a payé, peut-être un outil de gestion de projet avec de la gestion de temps pour savoir combien de temps vous y avez passé. Enfin, c'est une analyse qui est vite assez fastidieuse pour une intelligence artificielle qui n'a pas tout le contexte. Et c'est l'avantage justement de rassembler ça, c'est que tout d'un coup, elle a plus qu'à lire une base de données, ou plusieurs qui sont interconnectées entre elles, mais elle a accès à tout le contexte au même endroit. Et donc, ça devient extrêmement simple de répondre à une question qui est en réalité plutôt complexe dans la résolution, comme qui est mon client le plus rentable. Et surtout, comme disait Colin, avant, ça demandait un travail assez conséquent en infrastructure, en back-end, que pouvait faire uniquement un data scientist. Aujourd'hui, l'IA le fait pour vous. Donc, il n'y a pas besoin d'être hyper technique pour centraliser ces données, et encore moins ensuite, une fois que c'est fait, pour lui poser des questions, quoi, tout simplement. Donc, c'est accessible à des boîtes qui n'ont pas 15 développeurs ou qui ne sont pas des grands groupes. Un deuxième exemple de ça, c'est au niveau de la gestion de projet. Typiquement, un des freins aujourd'hui en entreprise à plus de productivité, c'est les gens, comme vous le savez, parce que la donnée vit dans nos têtes et qu'on ne partage pas forcément tout en temps réel. Et bien, une fois qu'on a mis en place des automatisations, par exemple tout concret, mais à la fin de vos échanges, le transcript de cette conversation peut être automatiquement envoyé dans votre base de données centralisée. Donc, 1 minute après la fin de votre Google Meet, votre système centralisé de données sait ce qui s'est passé, et donc peut commencer à répondre à des questions comme où on en est sur tel projet, etc. Ouais. Oula. Caroline, je veux bien que tu te mutes, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Donc voilà.
C'est ce qui permet ça, et donc de créer des agents derrière, comme je disais, qui sont autonomes, qui permettent de répondre à des questions un peu plus complexes. Et le troisième, pour faire le lien avec justement ces agents autonomes, c'est la condition pour que ces agents fonctionnent bien, c'est justement que la donnée soit facilement accessible. Comme je l'ai évoqué, des accès MCP, c'est très vite compliqué et cher en tout cas aussi de faire des appels à chaque fois aux outils concernés. Et donc, si elle est centralisée et déjà formatée, en fait, c'est extrêmement simple pour un Claude ou un ChatGPT d'aller chercher la donnée une fois qu'elle est normalisée et qu'elle est stockée au même endroit, quoi. Et donc là, l'idée, c'est voilà, pas forcément de centraliser voilà, toute la donnée d'un coup, parce que effectivement, même si c'est facilité et maintenant accessible à des PME et même des indépendants, ça demande quand même voilà, un peu de travail. Et donc l'idée, ça va être de commencer par identifier voilà un cas d'usage, voilà celui qui a le plus d'intérêt pour vous dans votre activité et dans votre entreprise. Et ensuite de venir, ok, bah bien pour ce cas d'usage, de quelles données j'ai besoin. Et plutôt que le faire comme encore une fois on le faisait avant, créer des scénarios juste pour ce cas d'usage qui vont centraliser, qui vont même pas vraiment centraliser la donnée, qui vont enfin, la centraliser juste dans le cadre du scénario et pas dans une base de données. Et ben on va faire voilà ce travail supplémentaire entre guillemets de commencer par centraliser cette donnée-là dans une base qu'on a voilà réfléchi pour ensuite être capable d'accueillir l'ensemble de nos données. Et puis on va mettre en production ce cas d'usage. Et puis, on va fonctionner comme ça, voilà, cas d'usage par cas d'usage. Et petit à petit, on va étendre le stock voilà, des données qu'on centralise voilà, jusqu'à avoir l'ensemble des données de l'entreprise. Et ensuite, une fois qu'on a, au fur et à mesure plus on centralise de données, et plus les cas d'usage suivants vont être faciles à mettre en place, comme on va vous le montrer juste après avec les agents qu'on a commencé à créer. Et donc voilà, une petite exemple aussi que je voulais vous montrer sur cette partie-là, une fois qu'on a centralisé la donnée, c'est que voilà, encore une fois, comme l'a montré Achille, vous pouvez poser des questions à votre agent sur voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec tel client. Alors voilà, là c'est des données papier, ce que j'ai créé dans la base, que je vous montrerai après. Mais voilà, en une question, vous pouvez avoir voilà, les différents emails que vous avez échangés, les différentes sessions de travail que vous avez fait, les différentes factures, et puis ensuite voilà, vous pouvez avoir le cycle, enfin, entre guillemets, l'historique complet de tous les points de contact que vous avez eu avec vos clients, même par exemple si vous faites du contenu, à quel poste ils ont réagi. Donc ça c'est sur voilà, un seul client, et après vous pouvez encore une fois faire des analyses aussi cross client, donc c'est tout l'intérêt. Et donc, une fois qu'on a établi ce constat-là, le second sujet, c'est voilà, comment s'organise le travail autour de cette donnée centralisée, parce qu'effectivement, centraliser la donnée en soi, ça ne produit pas de bénéfices, donc il faut ensuite réorganiser le travail autour de ça. Donc, pour ça, voilà, on a fait ici un petit schéma qui voilà, explique finalement un peu la vision macro de l'organisation d'une entreprise IA native. Vous avez donc ici vos outils pour lesquels vous allez créer une synchro continue avec votre base de données. Et puis ensuite ici, vous aurez voilà une couche globalement plus de knowledge qui va voilà, sur les valeurs, les processus, la stratégie de votre entreprise. Et puis vous aurez ici une couche IA agentique avec différents types d'agents sur lesquels on va revenir juste après. Qui vont permettre voilà, aux membres de l'équipe, à vous, d'interagir à la fois avec vos outils, parce que on a toujours besoin des outils pour effectuer les actions voilà, type envoi d'email, création de factures, etc. Et aussi pour interagir voilà, avec la donnée et avoir tout le contexte nécessaire pour produire un livrable pour un client, créer du contenu, etc., etc. Ouais, et d'ailleurs, je rebondis sur ça, si tu veux bien remettre la slide d'avant, Colin, mais ce que je trouve intéressant dans cette modalité, c'est qu'une fois qu'on a centralisé la donnée, donc, puisque c'est ce qu'on vous répète, et qu'on a mis à plat nos valeurs, enfin, tout ce qui constitue l'essence, en fait, de notre boîte, donc tous les process, etc., on n'a plus besoin de rentrer dans les documents. On peut confier cette tâche-là à des agents, donc, à un cloud ou autre, et donc, en langage naturel, on va avoir accès à non seulement des réponses, mais aussi à du travail qui va pouvoir être fait
Et c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'ensuite, on n'a plus besoin de toucher aux endroits où la donnée est stockée, où le travail est fait, donc les outils ou la donnée, c'est l'agent qui le fait pour nous. Un petit point vocabulaire, juste, on a réfléchi à ce truc. Malo, si tu le veux bien, on répondra aux questions à la fin. Comme ça nous permet d'exposer un peu le truc. Et dans tous les cas, on répondra à toutes les questions à la fin de la session. Donc, si tu ne peux pas rester, on l'enregistrera et on enverra le replay. Donc, ouais, c'est important de définir le scope d'action en fait d'un agent et d'un humain. Je vais revenir juste après sur qu'est-ce que c'est qu'un agent. On va parler d'agent tout le temps. Mais déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que fondamentalement, la structure d'une entreprise, c'est quelqu'un qui est responsable d'une métrique ou d'un scope. Donc, je dois, mon plan d'action, c'est le nombre de personnes qui s'inscrivent toutes les semaines dans le formulaire de contact, ou le taux de conversion, ou la satisfaction client, par exemple. Et il faut que, à chaque fois, c'est un humain, un vrai humain comme vous et moi, qui est responsable de ce scope-là. Et derrière, ces humains peuvent utiliser des contributeurs pour mener à bien leur mission. Et ces contributeurs-là peuvent être humains ou agents. Donc, pour qu'on cadre bien le vocabulaire de quoi on parle, un contributeur, quand on parle de contributeur ici, on parle de manière indifférenciée d'agents IA ou d'agents humains, parce que ce qui compte à la fin, c'est que le travail soit fait. Et vous allez le voir avec les différentes notions d'agents, mais aujourd'hui, une intelligence artificielle est capable d'opérer de manière autonome sur un scope, même si à la fin de la journée, il faut que quelqu'un, un humain, en soit responsable. Donc, comme un manager est responsable du travail et surtout du rendu de ses équipes, eh ben, il faut garder en tête que même si on autonomise énormément des agents IA, à la fin de la journée, il y a quand même un humain quelque part qui est responsable de cette métrique-là. Et donc, pour préciser un petit peu la notion d'agent, aujourd'hui, on entend parler tous d'agentique et de tout ça. En fait, agent, ça reflète trois réalités distinctes. La première réalité, c'est l'agent collaboratif que vous connaissez tous et toutes sûrement, avec lesquels vous interagissez. Donc, ChatGPT, Claude Code, etc. Ça, c'est vraiment votre assistant, quoi. Donc, vous l'utilisez pour effectuer des tâches en direct, pour aller chercher de l'information. Donc, une fois que c'est connecté à votre base, par exemple, de données, vous allez pouvoir lui demander d'aller interagir avec des outils ou de la donnée. Et c'est piloté en one-one, donc c'est vous et cet agent qui, ensemble, font des tâches. Donc, c'est vraiment cette idée d'assistant. Et c'est là où 90% peut-être des gens en sont aujourd'hui. La deuxième notion d'agent, c'est un agent qui est autonome. Et ça, tout de suite, c'est un petit peu plus intéressant en termes de capacité. Ça va être un contributeur, donc comme je vous disais avant, un contributeur sur une métrique ou un scope, mais qui va opérer de manière autonome ou semi-autonome pour accomplir un objectif. Un exemple de ça, c'est on va confier à un agent dont on va vous faire la démo juste après, par exemple, mais une métrique, donc par exemple augmente le taux de conversion dans un call center, et on va lui donner accès à la donnée, le contexte et les outils. Et de lui-même, l'agent va être en mesure de prendre des actions. Donc, par exemple, faire évoluer le script d'appel pour ce call center sur la semaine suivante, voir comment le taux de conversion évolue en fonction du nouveau script. Et derrière, une fois l'analyse des nouveaux résultats produites, et ben, prendre des nouvelles décisions et se dire, OK, est-ce que les améliorations sur le script ont, oui ou non, augmenté le taux de conversion? Si oui, on persévère dans ses efforts et on continue. Sinon, on essaie quelque chose d'autre. Donc ça reflète une autre réalité de travail qui est passionnante, qui est l'agent autonome, qui tourne tout seul sur un scope. La dernière chose qu'un agent revêt, la dernière facette, c'est un agent central. Vous avez sûrement entendu parler d'OpenClaw, par exemple, qui très souvent est utilisé à titre personnel, mais ça peut aussi être utilisé en tant qu'agent, vous voyez ça un peu comme un agent de Q&A, de FAQ, on va dire, pour votre entreprise, et donc qui est la même interface pour tout le monde et qui permet de répondre à des questions générales sur votre boîte. Évidemment, s'il est connecté à tout votre contexte, il permet de répondre de manière extrêmement précise et très personnalisée à chacun. Et donc là, on sort de cette logique
de interaction en one-one avec un agent comme on avait dans les assistants, puisque c'est un agent unique qui va pouvoir communiquer avec tous les collaborateurs d'une équipe ou même d'une entreprise et qui est surtout là pour permettre de fluidifier les échanges et d'avoir des informations sur l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle d'agent un petit peu FAQ. Donc, vous voyez que l'agent définit en fait plusieurs types de réalités qu'il est important de saisir, quoi. Et comme je disais juste avant, chaque agent, surtout les agents autonomes, garde un honneur. Il faut le voir un petit peu comme une responsabilité presque légale, quoi. À la fin de la journée, si votre agent qui a touché au code en production, qui a fait des bêtises ou qui a envoyé un message à un prospect et qui vous a décrédibilisé, c'est même vous, humain, qui êtes responsable de ce scope-là. Et donc, il faut toujours appliquer cette règle qui est un agent ne peut avoir qu'un responsable. Et tout comme vous savez que si quelqu'un a 2 managers, c'est tout de suite très compliqué de gérer l'équipe, quoi, parce que ça crée des conflits et des différences dans la responsabilité, quoi. Donc, la partie un peu plus démo, un peu plus concrète. Donc, aujourd'hui, notre architecture tourne autour de deux briques principales. Donc, la donnée centralisée, comme on vous l'a décrite. Pour ça, on a 2 types de données aujourd'hui qu'on n'a pas encore unifiées parce qu'il n'y a pas d'outils qui permettent de faire ça vraiment bien. Mais donc, on a une partie on a chacun un second cerveau avec Achille donc sur Obsidian. Donc, c'est un dossier local sur notre ordinateur. Qu'on synchronise ensuite avec un repo GitHub. Donc c'est là une sorte de drive pour notre second cerveau qui est en local, qui va nous permettre justement, le fait de l'avoir en ligne, de pouvoir y donner accès à des agents sans que notre ordinateur soit ouvert. Donc ça c'est plutôt pour la donnée, on va dire qualitative, type nos transcripts de réunion, les documents qu'on produit, les décisions, nos tâches, etc. Et puis ensuite, on a une partie de données plus structurée, plus quanti, qu'on a mise sur Supabase. Ceux qui connaissent pas Supabase, c'est globalement un peu comme Airtable. Donc voilà, vous avez un projet avec plusieurs tables et il y a des liens entre ces différentes tables. Je peux vous montrer ça juste ici. Donc là, vous voyez un peu les différentes tables aujourd'hui qui existent. Et là, voilà, pour exemple, ici, c'est notre table contenu. Donc avec les posts LinkedIn ainsi que les articles de blog, les blogs pardon qu'on rédige, et puis avec différentes infos sur quand est-ce qu'on les a publiés, qui l'a publié, à quel moment ça a été créé ou mis à jour. Et puis pour les posts LinkedIn, on a même leur contenu. Donc voilà, donc ça c'est la partie données. Et puis ensuite, on a la partie agent. Donc évidemment, on utilise Cloud Code au quotidien. Donc comme le mentionnait Adil, plus sur un mode de collaboration, c'est avec Cloud Code qu'on travaille. Et puis on a commencé à construire donc des agents autonomes, c'est-à-dire qui vont travailler, produire des outputs sans action de notre part à l'origine. Donc sur 2 scopes pour l'instant. Ce qui était qui a le plus de valeur pour nous pour le moment, comme on l'a mentionné précédemment, le contenu d'un côté et l'acquisition de l'autre. Et donc c'est ces deux agents-là dont on va vous faire la démo aujourd'hui. Donc voilà, sur la partie données contextuelles et données quantitatives, donc ce dont je vous parlais. Et donc voilà, on l'a appelé, on l'a nommé Manu. Donc un agent qui nous permet aujourd'hui de créer des articles directement sur notre site web en autonomie, sans qu'on ait besoin de lui donner aucune instruction ou input de notre part. Et donc comment ça fonctionne? Et ben concrètement, le process qu'il va suivre, c'est qu'il va parcourir donc le second cerveau, donc toutes les notes qualitatives pardon dont je vous parlais, qui sont synchronisées dans GitHub, donc accessibles en ligne pour un agent. Ensuite, il va identifier 2-3 thématiques intéressantes dans le nouveau contenu qui a été produit qui a été créé depuis la dernière exécution. Et puis, il va en tirer 2-3 thématiques intéressantes. Sur cette base-là, il va faire une analyse sémantique sur ces mots-clés, sur ces thématiques, pour voir laquelle a le plus de potentiel.
Et puis ensuite, il va venir vérifier s'il n'y a pas de redondance avec les contenus qu'on a créés précédemment. Et puis enfin, il va rédiger l'article, créer des liens, donc c'est la partie maillage interne avec les articles précédents pour que les utilisateurs puissent naviguer entre nos différents contenus, et puis le publier sur le site et nous envoyer une notification et enregistrer ensuite le tout dans la base de données que je viens de vous montrer, donc dans Supabase. Toutes les lignes que vous voyez ici en site forward, c'est l'agent qui le crée directement. Et donc, pour vous faire une petite démo, ça fait donc un petit mois, 3 semaines plutôt, que j'ai commencé à mettre en place cet agent. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, pour l'instant, je le pilote encore de Cloud Code, mais comme vous allez le voir, par exemple, je lui donne le seul input que je lui donne, c'est fais là. Enfin, je lui en donne aucun, c'est juste pour le déclencher et pour ensuite suivre que tout fonctionne bien et que le résultat est souhaité. Donc, sur cette partie agent autonome, il y a un temps forcément de formation entre guillemets, si on peut dire, comme pour un nouveau collaborateur qui arriverait. Et donc ensuite, il va lancer les différents skills, les différents outils, et puis il va suivre les étapes que je vous ai décrites. Donc voilà, le repo du site web, les derniers articles qui ont été publiés, et il va faire comme ça la recherche. Donc là, je vais en lancer un nouveau. Hop, donc là, je vais taguer mon agent juste ici, et puis je vais lui dire c'est un article Second Brain. Donc c'est comme ça que j'ai nommé le skill qui permet de faire ce type d'article. Donc aujourd'hui, il produit 2 types d'articles différents. Un article sur les actus IA. Donc là, il fait des recherches sur le web, sur les dernières actus, il en fait un article. Et puis un article, donc ce que j'ai appelé Second Brain, où là, il va se baser sur le contenu que moi j'ai créé, soit dans mes posts LinkedIn ou des transcripts, ou peu importe. Et il va ensuite créer un article basé sur mon contenu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que ça soit créé en autonomie et par l'IA, et ben ça reste du contenu que entre guillemets seul moi aurais pu créer parce que c'est basé sur les données dont je suis propriétaire, qui me sont propres. Et donc là, vous voyez qu'il active le skill, qui récupère la partie c'est un dossier avec les différentes thématiques abordées dans mon second cerveau. Et puis ensuite, il va récupérer les précédents articles et donc il va travailler comme ça au fur et à mesure. Petite note, le temps que l'agent fasse son travail sur la manière de construire ces agents. Donc, déjà, on a construit cet agent-là et l'agent que Achille va vous présenter sur le framework donc Hermès, qui est un équivalent d'OpenClaw, on va dire, avec on va dire une approche qui est plus centrée sur une tâche précise, là où OpenClaw c'est plus un assistant entre guillemets généraliste personnel. Hermès, ça va plutôt être un agent qui va se concentrer sur une tâche ou en tout cas un scope et qui va pouvoir s'améliorer au fur et à mesure des exécutions, améliorer lui-même ses skills ou en créer de nouveaux s'il juge nécessaire. Et donc voilà, c'est assez intéressant pour la partie en tout cas agent autonome. Et ensuite donc en gros on a créé Achille comme moi la base de l'agent via Cloud Code. Et puis une fois qu'on avait on va dire les bases, c'est-à-dire l'archi de l'agent et puis les skills, etc., et qu'on lui a donné accès aux bons outils, et ben on va commencer à demander à l'agent de produire des outputs et ensuite sur on va lui faire les feedbacks directement et c'est là qu'il va modifier on va dire les skills existants ou en créer de nouveaux. Donc là vous voyez qu'il a choisi la thématique qu'il souhaite traiter, donc rôle vers workflow atomique. Et donc là, il va regarder avec Data for SEO, donc c'est l'outil que je lui ai donné pour la partie SEO, lesquels sont les plus pertinents. Donc, principale retenue, automatiser processus métier IA PME. Et donc, il a ici donné la SERP, etc., petit content gap, AI eligibility, etc., etc. Donc là, il est toujours en train de produire. Il a fait donc la partie brief avec les différentes balises. Il va chercher des informations complémentaires sur le web pour enrichir la thématique dont va parler le site. Et puis, il va nous restituer à la fin l'URL de l'article directement vers le site web.
Pareil pour l'inflationniste, côté budget. Voilà, l'intérêt aussi de ces agents autonomes, en gros, c'est de leur donner des missions, des outputs à produire, et ensuite d'avoir voilà un output qui va de connaître en gros le coût par output, parce que ça c'est l'autre partie aussi de Cloud Code. Aujourd'hui, on a tous des abonnements, on fait pas forcément attention, enfin on fait plus ou moins attention à la consommation, mais finalement voilà, ça produit entre guillemets du travail, et donc c'est important de savoir entre guillemets le coût réel des choses que vous produisez avec l'IA, et donc c'est aussi ça l'intérêt de ce type d'agent, c'est que vous voyez très concrètement le coût euh, par, euh, par interaction par output que vous avez. Et donc là, à titre d'exemple, un article à produire, ça me coûte en moyenne entre 2 et 3 dollars en termes de coût de token, et puis aussi de coût par exemple, Data for SEO, ça fonctionne aussi au crédit. Donc voilà, c'est aussi un coût à prévoir, et voir si voilà, de produire entre guillemets cet output, ce coût-là, est rentable ou pas. Donc là, forcément, ça prend un peu de temps à créer. Donc, on va, voilà, là, je pense qu'il y est presque. Donc, voilà, il rédige l'article euh, et, euh, et je vais peut-être passer la main à Achille, et on reviendra dans tous les cas Ouais, sur tu, à la fin sur le site web, tu et on voulais, pourra montrer un peu le résultat. Colin, tu voulais, je crois que tu voulais rajouter un skill parce que le truc, moi, qui me rend absolument dingue par rapport aux agents autonomes comme ça, parce que tout ce que fait cet agent contenu, on est d'accord, si vous savez déjà utiliser Cloud Code, ça pourrait quasiment être fait sur Cloud Code. La grosse différence, comme l'a dit Colin, c'est que les skills s'auto-améliorent sur Hermes. Et donc, ça veut dire que il est branché aussi aux statistiques de trafic sur notre site en fonction des visites sur ces articles-là. Et donc, de manière régulière, donc hebdomadaire par exemple, il peut prendre des décisions sur est-ce que l'article qu'il a généré a généré du trafic ou pas, et donc améliorer son prochain article qu'il va générer en fonction de ses vues. Et ça, c'est la grosse différence entre un Cloud Code qui est donc, on l'a dit, un agent assistant, un agent personnel qui va être réactif. Vous pouvez mettre des automatisations, mais globalement, ça va être ça, avec un agent autonome qui donc, on appelle ça en closed loop, donc en boucle fermée, va être capable de prendre du recul sur les outputs qu'il a produits, faire une analyse et s'améliorer en fonction de ça. Et ça, je pense que ça mérite d'être soulevé, et d'autant plus que là, si tu veux, tu pourrais aussi créer une nouvelle fonctionnalité. Enfin, tu parlais de la newsletter, par exemple. Tu pourrais lui demander de créer un nouveau skill depuis cet agent-là et de créer une newsletter au lieu d'un article SEO, par exemple. Exactement. Donc effectivement, là, sur cette partie de stats, voilà, j'ai aussi créé un skill qui permet de faire une synthèse des stats. Donc là, vous pouvez voir un peu les différentes lectures des articles qui ont été créés récemment, et puis même les clics qu'il y a eu sur le site web, etc. Et effectivement, sur la partie newsletter, j'ai fait le test, parce que c'est dans tous les cas dans ma to-do de créer une partie newsletter, mais de le faire via l'agent. Et donc, je lui ai juste donné voilà une clé API d'un outil que je changerai juste après, et la documentation. Et il a juste voilà, créé le script, il a lu la documentation. Il m'a posé quelques questions sur un peu ce que je souhaitais. Et ensuite, il a créé automatiquement voilà, une première version de newsletter que vous voyez ici. Il m'a donné l'URL juste là, avec la newsletter qu'il a créé sur l'instruction. Donc voilà, c'est vraiment une V1, et ça mérite quelques allers-retours. C'est pour ça que c'est intéressant en tout cas sur les nouveaux process, les établir sur Cloud Code, parce que du coup, voilà, c'est sur votre abonnement, et c'est moins cher. Et ensuite, une fois que c'est établi, et qu'on n'a plus du fine-tuning à faire, de l'ajouter ici. Alors, je crois que il a terminé, et donc vous voyez ici qu'il m'a donc restitué l'URL de mon article. Et donc vous voyez ici là, 3 juin 2016, au niveau de lecture, voilà, automatiser ces processus métiers avec l'IA, la méthode par action atomique. Et donc là, il a rédigé tout l'article avec voilà la petite synthèse. Et puis ici, voilà tout l'article avec les exemples issus donc de ma donnée, les liens avec
avec les autres articles que j'ai déjà écrits, donc par exemple sur la gestion de l'autonomie des agents IA, et puis l'adoption IA en entreprise, le shadow IA dans les PME, et puis une partie FAQ. Donc voilà. Donc là, encore une fois, pour l'instant, je l'active à la main parce que vu que je viens de mettre, on va dire, en production cet agent, là, il y a encore un peu de suivi à faire, mais dans l'idée, comme vous le voyez, j'ai techniquement donné aucune instruction, aucun input, et voilà, il pourrait juste se déclencher de manière automatique à fréquence régulière. Et donc c'est tout l'objectif. Donc je vais laisser la main à Phil pour qu'il nous fasse voilà, rapidement aussi la démo du sien. Carrément. Je vous montre maintenant mon agent à moi. Hop, vous voyez mon écran, qui s'appelle donc Melvin, qui ne rime pas malheureusement comme Manu, l'agent du contenu, mais c'est donc un agent d'acquisition qui reprend des éléments de workflow que j'ai pu établir chez d'autres clients, mais cette fois en agentique et qui apporte des capacités qui sont inédites, qui sont hyper intéressantes. Donc, aujourd'hui, plusieurs sources de données, mais historiquement, le premier signal sur lequel Melvin va baser, c'est un engagement sur un de nos posts, Colin ou moi. Donc, normalement, si vous avez suivi, vous avez vu que sur Supaze, on a une automatisation qui enregistre tous les jours les interactions. Attends, peut-être, Colin, est-ce que tu veux dire, je ne sais pas qui parle dans le call. Est-ce que c'est possible de cette personne? C'est bon, je pense. Okay. Donc, tous les jours, les interactions sur nos posts, Colin et moi, vont rentrer dans cette base de données et vont servir de fuel, on va dire, pour qualifier des potentiels prospects pour notre activité. Ce que va faire Melvin derrière, c'est qu'il va suivre tout un processus de qualification, c'est ce que j'appelle faire ses devoirs. Et donc, il va, avant même, là je suis allé un peu vite, scraper le site, etc., il va d'abord qualifier avec un flow déterministe d'ailleurs pour économiser des tokens, donc un mélange entre un script Python et quelques appels LLM ci et là pour vérifier, mais faire en sorte que la personne réponde à certains critères. Donc typiquement, est-ce que c'est un fondateur de PME, puisque forcément si on est salarié, ben, on est moins par nos services, quelle taille de boîte, quelle industrie, etc. Donc ça, c'est des filtres plutôt classiques que vous pourriez mettre en place depuis n'importe quel outil d'automatisation, N8N, ceux qui font un peu d'acquisition. Derrière, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'on a réduit ce nombre-là, donc typiquement, je ne sais pas, 1000 interactions, donc 1000 personnes à 200 leads qui sont déjà un peu plus qualifiés, on va pouvoir passer la main à Melvin, qui lui a une vraie intelligence et qui a une capacité d'action autonome avec ses outils, et donc qui va pouvoir faire ses devoirs, comme je dis, et donc aller scraper le site internet de la personne, chercher une actualité, donc par exemple un projet de modernisation, une levée de fonds, une actualité. Ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va qu'il va évaluer le potentiel de la transformation IA de ce client, de ce prospect-là en particulier. Donc, typiquement, une boîte industrielle qui fabrique des pièces d'avion, Melvin va pouvoir réfléchir sur comment est-ce que l'IA pourrait bénéficier à ce de business, et il va prendre des décisions. Et c'est ça qui fait la différence avec un agent, c'est que à la lumière de tous ces éléments-là, qu'il va récupérer un peu à droite à gauche avec l'aide d'outils, il va pouvoir trancher et m'envoyer un message qui me dit « Ok, voici, je pense, un lead qui est qualifié avec un degré de confiance, ce que je vais montrer dans Slack juste après. Voici l'action que je te propose. Et si il propose de contacter cette personne, il va me faire un brouillon de messages sur LinkedIn envoyé à cette personne que j'ai entraîné avec mon ton et celui de Colin, avec des variables personnalisées évidemment en fonction de cette personne-là. Et comme disait Colin, rentre ensuite la partie human in the loop. Donc, on est encore dans la partie d'entraînement de l'agent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va vous dire, les agents avec OpenClaw, c'est 100% autonome, j'y touche plus et tout. C'est vrai, mais il y a toujours une phase d'entraînement en quelque sorte, surtout si vous voulez avoir un contrôle des coûts. Parce que oui, vous pouvez lui laisser la main tout de suite, mais ça va vous coûter cher et ça va pas faire ça va pas avoir les résultats que vous voulez. Et donc, c'est pour ça que nous, on a une approche où on veut entraîner notre agent, lui donnant du feedback directement en fonction de ce qu'il nous donne. Donc, moi, ce qu'il fait, c'est qu'il poste un brouillon sur Slack. Moi, je peux modifier ce brouillon, lui demander des détails. Donc, OK, dis-moi pourquoi est-ce que tu as choisi ce lead, est-ce que tu as d'autres angles qui te viennent en tête, et ensuite l'envoyer directement depuis Slack. Et encore une fois, c'est ça qui est trop fort avec le niveau des IA aujourd'hui, c'est que comme elles sont connectées aux outils, on a un outil qui permet d'envoyer directement depuis Slack des messages LinkedIn.
Et comme je le mentionnais pour l'agent de contenu, pour Manu, pareil, cet agent, donc Melvin, va de manière hebdomadaire générer des statistiques sur les performances de ces prises de contact et va pouvoir, en autonomie, essayer de trouver des patterns et de s'améliorer sur typiquement tel type de message déclenche mieux, tel type de lead, cette industrie a l'air de mieux répondre. Et c'est ça tout l'intérêt d'un agent autonome. Concrètement, ça ressemble à quoi? Parce que je vois qu'il est déjà écart. Hop là. Vous voyez, là, je suis sur mon Slack. Alors, c'est un peu le bazar parce qu'on en parle beaucoup. Déjà, moi, j'ai mis une image et c'est un adorable petit dragon, comme vous le voyez. Et donc, c'est typiquement le genre de message que Melvin va m'envoyer. Par exemple, cette personne-là, qui est responsable des ventes chez Black Rose, et il me dit à revoir, ça peut être intéressant, parce qu'il est VP Sales, mais il n'est pas fondateur CEO, donc ça dépend de votre ICP, donc du type de client que vous avez, etc. Il pense quand même qu'il est décisionnaire, parce qu'il a analysé le compte. Il a des outils qui permettent de mapper un petit peu qui travaille dans l'entreprise sur LinkedIn et donc comprendre un petit peu l'organisation de l'entreprise. Et il va me faire un message en respectant donc le ton de Colin et en mettant une phrase d'accroche qu'on espère en tout cas pertinente. Donc typiquement, quels sont les aspects des opérations de vente qui te coûtent le plus de temps en ce moment? Est-ce que c'est la coordination avec le distributeur, le suivi e-commerce? Black Rose, c'est une marque de ski. Et donc, Melvin a compris que les enjeux opérationnels de cette entreprise sont probablement liés à ça et donc que cette personne-là allait galérer potentiellement avec ça. Et donc moi, en message là, je peux directement répondre à Melvin et lui dire de envoyer ce message-là. Vous voyez, pareil avec ça. Là, il me dit que pour le coup, c'est pas un bon lead puisqu'il il a estimé que c'était pas un bon fit, on va dire. Ça, c'est des choses que je pourrais lui demander de pas me montrer. Mais comme je vous ai dit, on est encore à la phase d'entraînement et donc c'est intéressant pour nous de avoir une visibilité sur ce que l'agent produit pour pouvoir ajuster au fil de l'eau. Ce que fait aussi Melvin, c'est qu'il va envoyer des relances. Donc, si vous avez utilisé un séquenceur avec des séquences email, vous savez ce que c'est. Là, on l'a mis en place directement avec l'agent. Et donc, voilà, il envoie ses relances avec le dernier article que Manu a envoyé typiquement. Donc, ça veut dire que automatiquement, dans le message ligne que vous envoyez, ça va être l'article le plus frais qui va être partagé. On peut ajouter aussi une phrase de contexte sur l'actualité. Et ce qui est intéressant aussi avec ces agents, c'est que je peux lui poser des questions. Donc, typiquement, donne-moi les stats des 2 dernières semaines. C'est une erreur, évidemment, puisque ça arrive. Donc, ça va pas être un bon exemple. Mais je suis sûr que je lui ai posé d'autres questions. Voilà, par exemple ça. Voilà, un récap sur ce qui a été fait. Voilà, on a analysé 51 leads cette semaine. On a envoyé 16 DM. On a eu X réponses, etc. De la même manière, Melvin peut aussi s'auto-améliorer. Donc, par exemple, là, je lui ai fait un cas d'usage. Que tu peux m'envoyer un récap tous les mercredis à 15h pour avoir un résumé de mon pipeline sur Atio, qui est notre CRM. Et dans ce cas, il est capable de le faire. Il va mettre en place un cron, qui est une automatisation automatiquement. J'ai changé d'avis en cours de route et je lui dis, bref, on a mis en place ce truc-là. Et je lui dis, en fait, on va faire un autre truc. Est-ce que tu peux vérifier, est-ce que tu peux relancer plutôt les anciens clients? Et il est en mesure de faire ça puisqu'il a accès à tous les outils. J'essaye d'aller vite parce que je vois que l'heure tourne, mais vous avez compris que Melvin peut faire beaucoup de choses et en autonomie. Et ça, c'est qu'une source de données, donc nos engagements LinkedIn. J'ai ajouté récemment typiquement le scrapping d'offres d'emploi dans le secteur de l'IA, donc qui peuvent être des entreprises qui sont potentiellement intéressées pour avancer aussi en IA, qui pareil va nourrir la donnée de Melvin et Melvin va identifier la bonne personne, voir si c'est pertinent pour eux ou pas d'externaliser ce genre de service et me proposer une accroche. Et il y a encore plein d'idées, donc typiquement la relance de vos anciens clients. Au bout de 2 mois, quand ils sont satisfaits de votre travail, mais que vous ne travaillez plus avec, ça peut être intéressant de les relancer en rebondissant sur une actualité. Donc tout ça, plus vous ajoutez de cas d'usage, plus, par exemple, cet agent va vous proposer des prospects frais tous les jours à contacter. C'est ça. Et pour compléter là-dessus, c'est ce qui est intéressant, que ce soit sur la partie contenu avec l'ajout de la newsletter ou ici avec la relance de clients, c'est que ça reste entre guillemets sur le même scope et chacune de ces tâches est un peu entre guillemets liée entre elles.
forcément la relance des messages qui ont été envoyés, le fait de savoir voilà, chercher des informations pertinentes, qualifier les clients et les contacter, etc., etc. Entre guillemets, voilà, il y a une logique, en tout cas, il y a une cohérence entre les tâches qu'on donne à un agent autonome qui du coup, il va pouvoir être, entre guillemets, s'améliorer dans l'ensemble de ses responsabilités, si je puis dire. Absolument, avec un nombre de skills qui est limité pour pas qu'ils partent dans tous les sens, quoi. On va essayer de refermer un petit peu la presse pour pouvoir prendre quelques questions. C'est pas magique tout ça, on est d'accord, hein. Donc il y a trois points de vigilance principaux que nous on voit. D'abord, il y a la question de la gouvernance. C'est facile à deux d'organiser ça. Nous on voit quand on déploie ça chez des clients, c'est qu'il y a quand même un vrai enjeu de vigilance au niveau de la gouvernance. Donc qui a accès à quoi? Vous voulez peut-être pas que, je sais pas, votre employé qui fait X ait accès à toutes les données financières en posant la question à votre agent ou quelque chose comme ça. Donc, par exemple, les questions RH, vous voulez pas que tout le monde accède au dossier RH de l'employé. Donc, ça demande en tout cas d'y réfléchir en amont et d'avoir des règles. C'est tout à fait gérable, hein, sans problème, mais il faut y penser. Évidemment, on vient d'aborder, mais il y a une question de coût. Donc, typiquement, il y a un vrai arbitrage à faire entre construire sur un outil comme Cloud Code ou Codex qui est subventionné, on va dire, à un abonnement. Avec un abonnement à 20 ou 90 € par mois, vous avez les capacités d'un ingénieur à temps plein. Donc, c'est pas cher, on va dire. Donc, vous pouvez faire plein de trucs. Par contre, dès qu'on passe en API et donc on consomme directement du compute depuis le fournisseur, donc depuis Cloud ou OpenAI ou que sais-je, tout de suite, le token est beaucoup plus cher. Donc, il faut faire attention à pas demander trop de choses compliquées, surtout dans la construction. C'est pour ça que c'est rentable souvent de passer par des cloud code ou autres. Et enfin, de plus en plus, on le voit avec l'IA Act, par exemple, il y a un enjeu de traçabilité. Donc, les entreprises, de plus en plus, en tout cas en Europe, vont devoir pouvoir montrer quelle action un agent a fait, tout simplement. Donc, ça s'appelle des logs. Ça existe depuis que l'informatique existe, mais c'est important de l'avoir en tête quand même et que c'est pas le Far West et qu'on peut pas juste lancer nos agents faire leurs actions tout seuls et jamais les regarder. Il faut quand même mettre un processus, même dans le debug, hein, pour comprendre ce qui s'est passé, de traçabilité pour avoir des traces de ce qu'il a fait, tout simplement. En conclusion, Colin, tu veux finir? Ouais, en conclusion, donc effectivement, encore une fois, le message central de cet échange, de ce webinaire, c'est que voilà, centraliser la donnée, c'est un chantier. C'est un chantier voilà, qui se mène sur plusieurs mois et j'allais dire qu'il est un peu infini parce qu'après, il y a maintenir cette donnée et maintenir le workflow, mais qu'il faut faire voilà, par étapes avec cas d'usage par cas d'usage, voilà, ceux qui nous apportent des résultats aujourd'hui, tout en ayant cette vision entre guillemets long terme sur voilà, l'objectif, un des objectifs en tout cas finaux, qui est de centraliser cette donnée, parce que ça développe plein d'autres cas d'usage comme on vous l'a montré aujourd'hui. Et puis voilà, avant de vous laisser la parole et de répondre aux questions, donc juste sur la partie voilà, collaboration. Donc nous effectivement on bosse avec voilà, des indépendants et des chefs d'entreprise sur on va dire trois sujets, en tout cas trois approches. Une partie coaching, donc pour des individus, que vous soyez chef d'entreprise, salarié ou indépendant, et vous souhaitez monter en compétence dans votre utilisation de l'IA. On fait du coaching sur ces sujets-là. Sur la partie construction, donc voilà, on agit en tant que responsable IA de votre entreprise et on met en place voilà, le genre de système dont on vous a fait la démonstration aujourd'hui. Et puis la dernière partie, c'est pour aussi prendre des décisions, parce qu'il y a voilà, pas mal de dirigeants qui sont entre guillemets perdus sur ces sujets-là, qui savent pas forcément soit par où démarrer en termes du cas d'usage, soit pas forcément, ils savent pas forcément voilà, quel type de profil ils doivent recruter, quelles sont un peu les métriques, qu'est-ce qui se fait dans leur activité, etc. Et donc on a aussi ce temps-là, en tout cas ce service-là qu'on propose voilà, aux boîtes souvent un peu plus grandes. On va passer aux questions. Donc, comme vous voulez, vous pouvez lever la main en chat ou les poser directement dans le chat. Et comme on a dit au début, dans tous les cas, on prendra du temps, nous, pour répondre à toutes les questions, même si vous devez vous en aller. Et donc, on enverra le replay à tous les inscrits. Et donc, votre question, la question sera répondue dans tous les cas.
comme on dit. Tom, à quel point les réseaux sociaux empêchent le scrapping d'infos et comment contourner les limites? Peut-être que tu fais référence du coup à ce que je montrais sur Melvin et LinkedIn, typiquement. LinkedIn a des limites qui sont déjà la première fois à voir, c'est qui sont rendues plus souples, on va dire, par un compte premium. Donc, dès que vous faites un peu de vous bossez avec LinkedIn, ça vaut le coup de prendre un compte premium pour montrer à LinkedIn qu'on joue le jeu. Et l'avantage, c'est que ces limites sont quand même assez bien documentées. Donc, typiquement, au niveau de l'envoi d'invitation, du volume de messages que vous pouvez envoyer, il y a pas de souci. Et il y a aussi des outils, donc d'où par exemple on utilise un outil qui s'appelle Unipile, qui permet de se connecter en API à LinkedIn et qui permet de faire tout un tas d'actions par API. Il y a une limite qui est suggérée par Unipile. D'ailleurs, je pense même, Colin, tu me corriges, mais qui est renforcée, enfin qui est rendue obligatoire par Unipile. Oui, c'est ça. Parce que Unipile, c'est un outil qui est utilisé par pas mal même de logiciels en back-office, que ce soit les Lemlist ou autres. Donc effectivement, Unipile pour LinkedIn et WhatsApp, c'est vraiment pertinent. Et sinon, pour les réseaux sociaux en général, je vous ai partagé le lien, il y a Apify, qui est une sorte de marketplace où des développeurs ont construit un scrapper pour différentes plateformes et le mettent à disposition. Et donc, voilà, ça marche très bien et c'est aussi ce qu'on utilise en interne. Tu l'as mis dans le chat Ouais, je l'ai mis dans le chat. Anne-Cécile, je me demandais pourquoi je passe par Slack, ton agent de création de contenu et pas directement par Codecode. C'est justement parce que, encore une fois, les agents qu'on vous a montrés, en gros, c'est pas lié à Codecode, donc c'est des agents qu'on a nous-mêmes, entre guillemets, enfin, qu'on a hébergés, qu'on a créés nous-mêmes et qui sont connectés, voilà, en API directement. En l'occurrence, là, ils sont aussi sur les modèles d'Anthropic. Mais en gros, on passe par OpenWare, qui est un outil qui centralise des accès à différents modèles d'IA. Et donc, effectivement, c'est un enjeu dont on n'a pas trop parlé aussi, mais l'intérêt d'avoir ses propres agents, c'est d'être indépendant sur la partie modèle et coût. Et si demain, OpenIA ou autre sort un modèle qui est meilleur, et on peut changer nos agents de provider sans avoir besoin de tout reconfigurer ou d'être dépendant d'un abonnement. Et puis, ou à l'inverse, si demain, je sais pas, Anthropic augmente énormément ses coûts, pareil, on a cette option de changer. Et donc, du coup, vu qu'ils sont pas, on n'a pas construit ces agents dans Cloud, forcément, du coup, on interagit avec eux dans Slack, mais on aurait pu aussi interagir avec eux dans WhatsApp, dans Telegram, peu importe l'endroit qui est le plus pratique pour nous. Et pour compléter du coup la réponse, il y a absolument cet enjeu-là. Et le deuxième, c'est, comme on disait, Cloud Code n'a pas encore cette capacité de s'auto-améliorer. Alors, il y a quelques mécanismes, typiquement, tu fais des slash sites, ça va récupérer toutes les conversations que vous avez eues et donc vous pouvez tirer des infos et tout, mais c'est pas fait pour, on va dire, c'est vraiment fait pour de la collaboration en individuel, on va dire. C'est vraiment votre assistant pour mettre en place des choses. Alors que les agents sont dédiés à un scope et donc, comme on disait, avec les skills nécessaires, peuvent s'auto-améliorer sur ce scope-là. Et c'est ça qui rend la chose différente, quoi, qui a de la valeur pour nous, quoi. Ouais. Thomas, et après je te donne la parole, Malo. Au niveau de la production, améliorer l'automatisation de certaines présentations et illustrations. Donc oui, tout à fait. Donc cette présentation, on l'a faite avec Cloud Code. Et globalement, le process, c'est donc on a fait une première session avec Achille en visio. Donc on a échangé un peu sur les sujets qu'on voulait aborder et puis un peu le programme et les grands chapitres. Ensuite, sur cette base-là, j'ai fait un premier draft de texte sur un peu le contenu de chaque section, basé sur la discussion qu'on a eue avec Achille. Donc, le transcrit est arrivé automatiquement dans notre second cerveau, ainsi que quelques éléments de veille que j'avais enregistrés qui étaient liés aux thématiques dont on vous a parlé. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième relecture avec Achille. Pareil, on a fait ensuite les updates, et ensuite Achille a demandé à Claude de générer la présentation. Donc voilà, qu'il a généré du premier coup. En tout cas, il a généré une première version. Pareil, on a fait nos retours, et puis ensuite on est arrivé donc à cette version finale. Allô, tu veux poser ta question? Ouais. Yes, merci à vous, c'est très intéressant. Moi, je suis arrivé en cours de route, je suis arrivé sur un slide où vous montriez dans le graphe une synchro entre vos outils, donc CRM notamment,
et votre base de données. Ouais, c'était juste avant, c'était exactement celui-là, la vision macro, CRM, mail, compte, voilà, et votre base de données centralisée. Ma question, c'est par rapport à cette synchro. Quelles informations est-ce que vous synchronisez de votre CRM, par exemple, de Attio, vers votre base de données? Et j'imagine que vous ne prenez pas tous les éléments, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à avoir un CRM. Et sinon, comment est-ce que vous choisissez quelle donnée va de quel côté? Ouais. Donc effectivement, tu poses une super question et c'est vrai que c'est un truc qu'on aurait pu faire dans la presse. C'est qu'est-ce qu'on centralise dans cette base de données. Comme tu le dis, l'idée c'est pas de recréer la roue avec voilà, des données qu'on a déjà de manière structurée dans des outils. Mais en gros, l'objectif principal de cette donnée centralisée, ça va être de créer des liens entre une même entité qui se trouve dans différents outils. Donc typiquement, on vous a donné l'exemple des clients. Vous avez des clients qui vont se retrouver, qui vont être dans votre outil de facturation, qui vont être dans votre CRM, qui vont être dans votre outil de gestion de projet, qui vont peut-être être aussi dans votre outil de support. Sauf que aujourd'hui, sans cette donnée centralisée, Claude, entre guillemets, enfin, il a des moyens de faire les recoupements, mais c'est assez compliqué et ça va lui demander beaucoup d'appels, ça va consommer beaucoup de temps et ça va être très long. Donc en gros, nous, le travail qu'on fait, c'est d'abord un travail voilà, de recréer les liens et de dire voilà, tel client, en fait, il a tel ID en termes de personnes sur Attio. Voici tous les ID des deals qui sont liés à ce contact. Et comme ça, de cette manière-là, quand on va demander à Claude des infos, il va d'abord aller dans cette donnée centralisée. Il va avoir tous les ID dans les différents outils qui sont liés au client ou même des emails, et il va pouvoir voilà, ensuite naviguer beaucoup plus efficacement. Et puis ensuite, il y a des informations juste qui aujourd'hui n'étaient captées nulle part, typiquement les réactions et nos statistiques LinkedIn. Et donc ça, on les rapatrie, j'allais dire, en brut, parce que juste avant, ces données existaient juste dans LinkedIn et donc pas accessibles pour l'IA, en tout cas pas directement. Donc voilà. Et là-dessus, il y a, je dirais, plusieurs approches. Nous, on regarde pas mal ce que font forcément les US, notamment YC. Et pour le coup, eux, YC, ont centralisé 100% de leurs données, pas juste les identifiants, dans une base de données, que ce soit meeting, transcript, etc. Même toutes les infos de leur CRM. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas encore, comme on disait, on est encore aux prémices de ce mécanisme-là. Mais nous, pour l'instant, on va dire, être le plus pragmatique et le plus soft possible, on a pris ce parti de juste centraliser de créer ce lien entre les entités et pas de centraliser vraiment 100% des données parce que sinon, effectivement, il y a les outils, on va dire, ont toujours leur rôle parce que pour créer des factures, tu as toujours besoin d'un outil de facturation, surtout en 2026 et 2027. Mais voilà, l'idée, c'est pas par exemple, il n'y a pas les documents, on met pas les documents, les factures ou autres dans notre base. Et je rebondis dans ça, dans ta réponse, Colin, pour te donner peut-être un point encore plus tactique, Malo. Ce qu'on disait, c'est que la manière de construire, c'est d'abord par cas d'usage pour pas essayer de s'attaquer à un trop gros chantier. Et nous, c'est vraiment ce qu'on applique. Donc, tu vois, on prend un usage type Melvin qui veut contacter des leads qui interagissent au poste. Bon, quelles sont les infos dont on a besoin pour faire fonctionner ce truc-là? On les met dans Supabase, on réunit les outils et on crée les connexions au fur et à mesure pour faire grossir le système. Parce qu'effectivement, si tu commences à dire OK, je vais mapper 100% de mes outils et je vais transférer 100% de la data, c'est vite impossible. Et comme le disait Colin, tu as des approches où tu fous tout dans ces DD, mais c'est coûteux et surtout, ça demande d'autres modalités en plus, du RAG sur cette donnée ou de la diarisation pour être sûr que tu récupères uniquement le résumé de certaines données, etc. Donc, la manière la plus simple d'opérer aujourd'hui, et encore une fois, comme Colin l'a dit, il n'y a pas de consensus, donc on est tous en train d'itérer un peu de notre côté pour voir ce qui fonctionne pour chacun, c'est de le construire avec des cas d'usage et de rajouter des briques dans ta DB en fonction de ce dont tu as besoin et les connexions qui comptent pour toi. Ça. Ok, avec plaisir. Anne-Cécile, tu dis il y a des trucs pour auto-améliorer ses propres skills. Alors oui, bien sûr, tu peux émuler, entre guillemets, ou reproduire le même système dans Cloud Cloud. Mais en fait, la réflexion aussi autour des agents autonomes, c'est de libérer, entre guillemets, de la charge mentale. Parce que mine de rien, même si entre guillemets, on supervise nos agents, superviser, ça nécessite quand même des actions de notre part, là encore une fois de la charge mentale.
Et donc, tout l'intérêt de ces agents, que ce soit Melvin ou la partie contenu, en tout cas, l'objectif de ces agents autonomes, c'est qu'ils produisent sans que ça nous demande aucun input ni, entre guillemets, supervision, à part en cas de problème. Donc, comme on l'a dit, effectivement, au début, quand vous venez de les mettre en place, il y a besoin d'un peu voilà, de fine-tuning et de faire les feedbacks. Mais comme vous l'avez vu sur la partie contenu et même sur la partie prospection, voilà, notre objectif, c'est qu'à terme, les prospects qualifiés qui ont réagi à nos posts LinkedIn soient contactés automatiquement, les relances soient faites automatiquement, pareil pour la partie contenu, et que nous, voilà, une ou deux fois par semaine, on ait un rapport de nos agents sur ce qui est passé, sur ce qu'on doit suivre, mais à côté, nous, on peut voilà, se concentrer sur notre chose. Donc, voilà, c'est aussi l'objectif de ces agents autonomes, c'est de libérer aussi de la charge mentale et de pouvoir voilà, créer plus de travail, mais pas créer plus de charge mentale, parce qu'on on a tous une limite à ce niveau-là. Et il y a aussi un aspect au niveau de la manière dont c'est construit. Il faut bien comprendre que Claude Code, c'est vraiment un outil, un assistant, quoi. C'est un truc pour t'aider toi à titre personnel. Donc, tu peux construire des choses pour ton équipe. Mais l'idée, c'est que les agents que tu crées et que tu vas hoster, par exemple, il y a des routines sur Claude que tu peux lancer de manière régulière. Mais il y a un nombre limite déjà de cron que tu peux établir. Donc, c'est pas fait pour ça. Et puis, ça reste toi qui gères tes agents à toi. Là, l'intérêt d'un agent autonome, c'est que tu peux établir autant d'automatisation que tu veux et le faire tourner aussi fréquemment que tu veux. Et il est vraiment fait pour que chacun y ait accès. Tu vois, Melvin, il pourrait poster un channel, tu vois, commun sur les sales, par exemple, et on pourrait poser des questions tous à Melvin. C'est vraiment pas la même modalité dans ces agents qui ont leur scope à eux versus un assistant qui t'aide à accomplir des tâches et donc tu peux automatiser des trucs, mais qui est fait pour toi, quoi. Là, on est deux, donc forcément, l'exemple est moins parlant, mais tu vois, quand tu as une équipe de 10 personnes, tu vas pas te commencer à te dire, OK, moi, j'ai atteint mon quota d'automatisation, donc fais-le toi sur ton cloud, et du coup, si j'ai un problème, ça va le gérer. Enfin, c'était pas fait pour ça, quoi. Ça. Fred, avec plaisir, Cécile. Fred, t'as une question? Oui, effectivement. Suite à, on va dire, tout le long du meeting, j'ai dû annoter quelques mots-clés dans mon carnet de notes, du coup. J'ai dû annoter sur la partie récolte de données, du coup, via les différentes informations qu'on peut récolter comme ça en prospectant ou encore chez les clients. J'ai peut-être aussi un peu eu on va dire, bon, pour poser la question nettement, c'est aujourd'hui, quand on parle d'entreprise IA native, on pense surtout à une suite d'agents autonomes, à des ZLM qui prennent des décisions. Mais pour moi, par exemple, c'est là qu'il y a souvent une petite zone d'ombre. Parce que comment est-ce qu'on concilie la quête d'autonomie et notre impératif également de conformité vis-à-vis des records de données, vis-à-vis de la centralisation de ces données-là, et aussi de la souveraineté, vis-à-vis aussi de la dépendance à certains outils d'IA tierces. Et donc, du coup, la question est plutôt orientée vers est-ce qu'on ne risque pas pour le coup, d'un côté déjà, de brider l'agilité de l'IA en passant du monitoring humain avec, par exemple, Human in the Loop qui soit manuel à potentiellement de plus, on va dire, encore des solutions locales, par exemple, ou à l'inverse, accepter une dépendance technologique totale pour rester compétitif. Et finalement, selon vous, à quoi ressemble le juste équilibre entre une entreprise, bon, pour une entreprise qui se veut IA native aujourd'hui? Là-dessus, sur on va dire la partie dépendance, justement, c'est l'intérêt des agents Hermès, c'est qu'aujourd'hui, ils sont hébergés sur notre stack. Comme on disait, on les a branchés en API via OpenRouter, donc on peut changer de modèle demain sans souci. Et toute la donnée qu'il produit nous appartient et ils sont sur notre infra. L'autre partie, sur la partie suivi, observabilité, effectivement, on n'est pas rentré dans le détail aujourd'hui parce que on avait qu'un temps limité, mais on travaille aussi effectivement, et c'est un autre enjeu sur la partie coût, mais aussi maintenance, on pourrait pouvoir associer voilà, les coûts à un output et de le faire de manière consistante. Et donc dire, en fait, avoir un dashboard, et donc ça, pareil, on est en train de le construire aussi. On a déjà dans Supabase aussi tous les logs en termes de coûts API de ce que produit chacun de nos agents. Et ensuite, on a un ID commun
par appel, voilà, pour ensuite être capable de les regrouper et de dire, bah, voilà, ce bloc-là, donc ça, c'est la dernière partie qu'on n'a pas encore faite, résolue. Ce bloc-là correspond à la production de l'agent, à la production d'un article. Ce bloc-là correspond à l'envoi de messages du jour au prospect qualifié. Voilà, ça c'est pour la partie suivi des coûts et aussi maintenance, voir s'il y a il y a des problèmes. Pareil, je l'ai pas montré, mais on a des alertes quotidiennes. On a des alertes programmées sur Slack si jamais il y a un workflow qui casse, ou s'il y a on a aussi une alerte quotidienne sur le coût API qu'on a eu aujourd'hui en termes de d'IA. Et puis ensuite le ratio, on va dire créativité dépendance. Je dirais que la créativité c'est un peu comme pour nous. En fait, pour que les agents pour qu'on puisse vraiment laisser les agents s'exprimer, il faut leur donner un cadre, aussi bien en termes de données et d'outils auxquels ils ont accès, que de scope. Donc c'est pour ça qu'avec Achille, c'était vraiment un de nos apprentissages principaux, c'est qu'il faut leur donner un scope assez défini. C'est pas une seule tâche, mais ça reste un scope assez défini, pour que dans ce scope-là, avec une seule métrique, ou en tout cas une métrique principale, une North Star qui vont monitorer, ils puissent vraiment voilà, être force de proposition entre guillemets, ou en tout cas être le plus autonome possible, parce que si tu nous donnes les clés du château, t'as de grandes chances qu'il passe n'importe quoi, que ça te coûte cher et que ça aille pas où Effectivement. tu veux. Effectivement. Pour Et répondre, par exemple, pour creuser, oui, vas-y. ouais, je voulais juste compléter rapidement, Fred, sur ta partie compliance. En soi, là, on utilise des outils, tu vois, qui sont les plus efficaces et les stacks les plus faciles pour nous, enfin, qu'on optimise et sur lesquels on itère. Mais si tu hostes ADB chez toi ou avec un outil européen, que tu utilises OpenRouter avec le chat de Mistral, ou même que tu as ton propre modèle que tu fais tourner sur tes serveurs, en soi, ta donnée, elle quitte jamais ton infra et tu as accès à des capacités agentiques tout à fait intéressantes. Tu vois. C'est pour ça que Colin disait, ce qui compte, c'est le framework des agents. Donc, tu vois, la manière dont ils sont créés et l'infrastructure sous-jacente. L'architecture derrière. Exactement, ouais. Tu peux la hoster chez toi ou tu peux la hoster sur une solution européenne. Donc, évidemment, c'est toujours plus simple de faire appel à du cloud par facilité, mais ça a un coût. Donc, il y a des vrais trade-offs. Donc, à la question, est-ce que tu peux avoir un système parfaitement fonctionnel et compliance, tu vois, avec des industries sensibles ou sur des géographies particulières? La réponse est oui, absolument. Tu vois. C'est juste d'autres modalités, comme aujourd'hui déjà les font. Quoi. Effectivement. Peut-être une sous-question que je voudrais directement poser, c'est peut-être aussi sur la partie coût. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle en termes aussi de monitoring d'agents, la plupart du temps, on a plutôt une architecture sur la base d'agents qui coordonnent des sous-agents. Et donc, sur la partie token, comment vous organisez pour, on va dire, optimiser un peu on va dire ça, le ratio coût-profit? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur voilà, aujourd'hui, on sait que produire un article nous coûte de temps, relancer des prospects nous coûte de temps, et donc ensuite, bah, c'est comme si une personne voilà faisait ça plutôt qu'un agent. Entre guillemets, c'est un pari, c'est des ressources investies, et puis tu choisis d'investir tes ressources là-dessus, tu monitores les résultats, et en fonction, tu décides si tu les gardes ou pas. Et donc voilà, il y a une première évaluation initialement où tu dis forcément si produire un article coûtait $10 par article. Donc je me serais vite dit que même si ça produisait des résultats, c'était pas viable à long terme. Mais là, pour 2 ou 3 dollars, et ben en fait, et pour l'input que ça me demande, et ben je me dis que voilà, c'est des ressources que je suis prêt à investir pour le résultat potentiel que ça peut m'apporter. D'accord. Alors, merci. Pas de souci. Avec plaisir. Malo, tu as une autre question? Oui, effectivement. Désolé de vous embêter, enfin, de vous prendre du temps avec toutes mes questions. Non, mais- Effectivement, j'ai plusieurs Ne sujets. t'embête pas. Alors, premier point, et peut-être que vous en avez parlé au début de la presse, qu'encore une fois, je suis arrivé en cours. Les points d'entrée / les outils auxquels votre base est connectée aujourd'hui. Donc, dans votre Supabase, aujourd'hui, alors, c'est votre Supabase ou votre second cerveau qui est connecté, qui liste tous les ID? Je ne suis pas clair. C'est notre Supabase qui a les ID et dans le second cerveau qui est donc sur GitHub, Ok. c'est encore une fois que des fichiers texte. Ok, donc dans votre Supabase, aujourd'hui, vous êtes connecté à quels outils et notamment, est-ce que les sujets, par exemple, si quelqu'un vous appelle au téléphone directement sur votre ligne perso ou enfin, mobile,
est-ce que vous êtes capable d'enregistrer les calls, par exemple, avec un outil et derrière pouvoir dire, je sais pas moi, dans Supabase, tel numéro de téléphone, c'est Jean-Pierre, tel client, et du coup, comme ça, pouvoir faire le routing derrière? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui est encore hors de portée à l'heure actuelle? Ah non, carrément. Non, Carrément, c'est tout l'intérêt. Du moment que tu as un outil d'enregistrement des appels, évidemment, c'est pas de la magie. Mais tu vois, si tu es connecté à un Halo, un Ringover ou un Aircall, peu importe, cette information peut être envoyée automatiquement dans ton Supabase. Et comme disait Colin, tout l'intérêt, c'est que derrière, tu aies un ID unique qui te permette de faire des références avec les autres tables pour avoir une donnée qui est contextualisée. Et donc dire, c'est Jean-Pierre qui a appelé. Jean-Pierre, on sait que c'est un client qui a déjà dépensé tant chez nous, on y a déjà passé tant de temps. Il y a ça qui tourne en termes de process. C'est d'ailleurs machin dans ma boîte qui est en charge de lui, etc., etc. C'est tout l'intérêt. Ok. Et juste pour te dire, nous aujourd'hui on fait la même chose sur la partie transcript. Voilà, moi j'ai une automatisation qui récupère mes transcripts et qui va stocker le transcript texte dans mon second cerveau, donc plutôt sur GitHub, mais qui va ensuite, on a une table session dans Supabase qui va enregistrer, telle date, telle heure, tu as eu telle session, voici l'ID circleback qui est dans cette transcription, voici l'emplacement du transcript dans mon second cerveau. Et puis, avec l'email, il va être capable de relier ce transcript à tous les participants que j'ai en contact. Et si les participants n'existent pas, il va le créer. Ok. Non, mais ça, c'est super clair, effectivement. Et sur la partie transcript, email, enfin, toutes les connexions entre guillemets standards et basiques, j'avais pas trop de doutes, mais effectivement, c'est plus pour les emails, pour les appels téléphoniques, où moi, j'ai pas encore, j'ai pas d'outils en fait à titre perso. Donc, du coup, et Allo et Ringover, du coup, ça, c'est les deux outils qui fonctionnent bien. C'est ce que vous avez à dire. Ouais, Allo, Allo, ça fonctionne très bien. Et surtout, c'est moins cher que les outils plus classiques du marché. Et ils ont des intégrations même juste avec des outils plus simples comme Make qui te permettent ensuite de récupérer le transcript de ton appel, le contact avec qui c'était. Et donc à partir de là, c'est assez facile facile entre guillemets, de centraliser, de récupérer la donnée et de lier ça à un contact. Même dans ton CRM, tu peux refaire ce fonctionnement-là aussi dans un CRM, c'est pas forcément dans une base de données. Ok. Et juste dernier petit point du coup, et après j'arrête. C'est vous, à titre, enfin, avec Forward, du coup, votre objectif, là vous êtes deux, vous avez, j'imagine, une bande passante qui est limitée, comme tout le monde. Vous allez chercher des clients et il y a de fortes chances qu'avec vos méthodes, ça marche plutôt bien, parce que vous avez l'air de bien faire les choses. L'objectif, c'est quoi pour vous? C'est d'essayer de rester le plus petit possible, d'automatiser un maximum de choses et de manière à rester le plus petit possible, ou c'est je sais pas, de faire de l'apport d'affaires en passant par des freelances ou d'embaucher? C'est quoi la stratégie pour vous à ce niveau-là? Ouais, effectivement déjà je dirais qu'un de nos objectifs principaux c'est d'apprendre et d'être vraiment, enfin, je sais pas si on peut dire des leaders, mais en tout cas d'accumuler un maximum d'expérience et de données sur comment on transforme ou on déploie une infrastructure IA native chez les entreprises. Pour l'instant, effectivement, on souhaite rester petit parce que pour l'agilité et voilà. Mais on travaille régulièrement avec d'autres freelances. Justement, ce qu'on mentionnait sur la partie advisory, quand c'est des boîtes plus grosses qui nécessitent entre guillemets beaucoup de temps, voire des temps pleins, et ben là on les conseille plutôt on les aide à recruter la bonne personne et à superviser cette personne pour faire le déploiement. Et donc voilà, on trouve cet équilibre entre voilà, avoir nous produire, donc on a plusieurs clients en production, pouvoir avoir les mains dans le cambouis, comprendre comment ça marche, etc. Et ensuite, sur d'autres clients, notamment des clients de taille plus importante, et plutôt sur cette partie conseil et pouvoir apporter toute cette expérience et cette expertise qu'on a développée sur le terrain. Ok, merci beaucoup. Ouais. Avec plaisir. Oui, c'est encore moi. Je voudrais revenir sur cette notion d'ID que vous mettez dans Supabase. Comment c'est une demande que vous avez fait à l'agent de travailler comme ça ou ça se fait automatiquement? En fait, je ne travaille pas encore sur agent, je travaille vraiment que dans Cloud Code par VS Code, mais est-ce que je pourrais lui demander la même chose justement par rapport aux prospects, aux clients, aux gens avec qui j'interagis et comment je peux demander ça?
Ouais. Donc dans les ID, on les crée pas nous-mêmes. Quand on parlait d'ID, en gros, c'est par exemple comment tu vas créer quand tu as une personne dans ton CRM, dans le back office entre guillemets, chaque entité, chaque personne va être reliée à un ID. Ça va être créé par le CRM. C'est une convention un peu standard dans tous les logiciels. Les entités, on va leur associer des ID justement pour pouvoir faire le lien directement. Et donc nous, ce qu'on stocke dans Supabase, c'est les ID qui correspondent à une même personne voilà, et on centralise tout ça dans une même base pour que l'IA elle puisse dire bah tiens pour telle personne l'ID auquel il correspond dans mon outil dans l'outil de facturation c'est celui-là, l'ID auquel il correspond dans l'outil de CRM c'est celui-là et qu'il puisse facilement voilà quand on lui demande des informations sur cette personne le retrouver plutôt que de faire d'abord une recherche. Tu vois, si on introduit un peu le micro, comment ça se passe en back office, il va faire une recherche dans ton CRM pour une personne dont l'email est telle personne, enfin dont l'email est ceci, puis il va trouver l'ID, puis avec l'ID, il va récupérer la fiche de contact et trouver les informations. Donc voilà, on optimise en pré-mâchant ce travail-là encore une fois, relier une même entité dans différents outils. Il faut lui dire à chaque fois que bah, cette personne, que le transcript de cette personne, c'est cette même personne que j'ai dans mon CRM, par exemple. Il faut lui dire à chaque fois quand même. Là, par exemple, il va le retrouver sur la base de l'email. Donc, ensuite, effectivement, vu qu'on va avoir tous ces points d'information sur ce client-là dans la base de données, et ben, entre guillemets, peu importe le bout d'information qu'on a, par exemple, là, si c'est un meeting, ça va être un email, et ben là, il va pouvoir faire le rapprochement via l'email. OK. Merci. De rien. Par contre, sur le numéro de téléphone, il faut quand même lui dire Jean-Pierre, ça c'est son numéro de téléphone, une seule fois. Oui, effectivement. Là, il y a un sujet de réconciliation. C'est pour ça que on a aussi une logique sur cette partie base de données. T'as souvent deux couches, souvent, voire trois, où en gros, tu vas d'abord synchroniser la data brute, et ensuite, il va y avoir un second scénario qui va prendre le relais sur justement créer les liens entre les différentes entités. Et justement, si tu as des entités que tes workflows n'ont pas pu relier, et ben tu vas pouvoir voir là où il y a des entre guillemets t'as des trous dans la raquette et effectivement si tu n'avais pas le numéro de quelqu'un et que pour une raison X ou Y le nom de famille n'a pas pu l'identifier parce que je sais pas il y a des homonymes et ben tu vas pouvoir faire remonter cette info, renseigner le numéro et comme ça les prochaines fois où il y est tu auras plus ce sujet. Et c'est ça qui est trop bien avec les agents, c'est que comme ils apprennent d'eux-mêmes, tu peux lui donner cette information. Tu vois, tu pourrais programmer une notification sur WhatsApp, par exemple. Il dit OK, j'ai bien reçu le transcript de la personne que tu as eu au téléphone à 13h30, mais j'ai pas su retrouver parce que le numéro de téléphone correspond à personne. Moi, c'est moi qui ai eu l'appel, donc je sais qui c'est. Donc je dis à l'agent, c'est machin. Et comme il sait qui c'est, il peut rajouter cette information en base, rajouter le chaînon manquant, comme dit Colin. Et après, on n'a plus jamais de souci puisque l'information est rentrée en base après. Oui, effectivement. Et en posant la question, en fait, je me suis dit que si jamais le numéro de téléphone est stocké dans le CRM avant l'appel, en fait, il va pouvoir le retrouver dans tous les cas. Donc, il n'y aura pas ce problème-là. Donc, c'est vraiment dans le cas extrême où le numéro de téléphone est stocké nulle part et qu'on a le mec au téléphone, mais que ça arrive. Mais dans ce cas, il vient t'envoyer une notif. Et c'est ça la beauté du truc, tu vois. C'est que ça va pas rester une donnée morte. Comme tu vois, un CRM, c'est toujours la galère à remplir. Personne ne remplit un CRM. Sauf quand tu as des automatisations qui tournent et qu'en fait, tu n'as plus toi qu'en tant qu'humain à arbitrer sur ces cas-là et à dire bah oui, c'est moi qui le colle, je sais qui j'ai eu. Très clair, merci. Écoutez, j'espère que cette session vous a plu. On va envoyer, comme on le disait, de toute façon, dans tous les cas, le replay à tous les participants. Et puis on vous souhaite un bon appétit si c'est pas encore si vous n'avez pas encore mangé, une bonne après-midi et à votre dispo. De toute façon, on refera des webinaires dans les prochaines semaines et on continue aussi à partager du contenu sur LinkedIn et sur notre site. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur ces différents canaux. Merci pour vos questions et merci d'être resté avant le déjeuner. Il est tard là. Faut aller manger maintenant. Bonne journée à tous et à toutes. Merci pour vos explications. Bonne journée. Plaisir. Thomas. Bonne journée à tous. À plus. Ciao.